Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe, comme à chaque fois, à la bonne heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et bien aujourd'hui, nous allons parler, justement, nous avons plutôt le plaisir de recevoir des personnes qui se sont lancées, qui ont lancé un projet, qui ont concrétisé également un projet qui leur tenait à cœur. Et nous allons commencer avec Nazim Lotfi Lebhour, qui est cofondateur d'une start-up culturelle, Fnarjia. Et bien justement, avec l'approche de Ramadan, il aura plein d'événements, j'ai envie de dire artistiques et autres, à vous proposer. En tout cas, une belle idée qui viendra partager avec nous dans un tout petit moment. Art culinaire également, nous avons le plaisir de recevoir un couple, donc Racha et Stéphane Belaïch, qui ont justement aussi, qui se sont lancés avec un restaurant où ils proposent de la gastronomie traditionnelle algérienne. Eh bien, ils vont partager avec nous ce beau projet. Vous pouvez également aller goûter à tous ces mets tout au long du mois sacré de Ramadan. En tout cas, on se fera plaisir de les avoir dans un tout petit moment. Nous aurons également avec nous une artiste peintre, Lila Mazi, et puis les deux rubriques du mercredi après-midi. Yasmina Sari pour la rubrique Inspiration Habitat et Faisal Bayoud pour l'instant littéraire du mercredi après-midi. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Je m'excuse bien évidemment pour cette voix. Yasmine sera là pour m'accompagner tout au long de cette émission. Un coup de froid, ça arrive, c'est la saison. En tout cas, une chanson. On vous invite à apprécier cette chanson pour recevoir tout ce beau mandat tout de suite. في باب الجافيين تلقى حين غرقوا في وجهك بابهم مصدوم الشطارة في باب الجافيين تلقى حين غرقوا في وجهك بابهم وصدوا اطلب الله في حولك ان يجود يرضى جوز اقضى مولاك على تمام وعدو الهنا الحبيب ثم القى بالسرور والفرح ايام لا يقول راد قلبي حسس داوم السهر عيوني في الضياء ما نزول على حبك يا طبيب دايا لو يبرح بخباري في سواق الراح يا إلهي لطف يا الكريم بيا قلت يا من الهجرة والحياة والإكرام يا إلهي لطف يا الكريم بيا مفرح بابي تجري دموع الماء. Voilà donc une belle chanson signée L'Anqa Allah Yarhamou. Et je pense que c'est une chanson que tous nos invités ont appréciée. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec eux tout de suite. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Nazim Lotfi Lebhour. Comment ça va? Ça va, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes cofondateur d'une start-up culturelle, oui, n'est-ce pas, Fnarjia. Donc, on va justement parler dans un tout petit moment. Et comme par hasard, vous connaissez nos autres invités. Oui. C'est des amis à vous. Oui. Voilà, on vient. Donc, le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas, Monsieur Belaïch? Absolument, le hasard fait bien les choses. Et nous-mêmes, nous sommes ravis de nous retrouver en bonne compagnie
tous ensemble autour de cette assemblée petite mais pleine de grâce et d'intelligence apparemment. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de votre bonne grâce. Et il y a votre épouse qui est également avec vous, Racha Belaïch. Comment ça va? Ça va très très bien. Bienvenue. Je suis contente d'être avec vous. Nous aussi. D'autant plus qu'il y a Nazim avec nous. Demain, La table est complète. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il ne manque qu'une rechta. Voilà, et justement, avec vous, on va parler de table, de rechta, mais aussi de gastronomie algérienne hein, que vous mettez justement en avant tous les jours, j'ai envie de dire, dans ce beau projet que vous avez lancé ensemble. On va en parler d'ailleurs. Et puis Yasmine est également avec nous. Comment ça va, Yasmine? Ça va, écoute. Prête pour prendre le relais de temps à autre? Ça va. Si ma voix s'éteint, voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça va, tu assures. Comme ça va. Depuis hier, ça va? Oui, très bien, merci. Eh bien, super. En tout cas, des thématiques très intéressantes cet après-midi. Et on va commencer, je pense, avec Nazim, et tout le monde peut participer, bien évidemment. Ce n'est pas interdit. Donc, Fnarjia. Alors, comment vous est venue l'idée de lancer déjà une start-up dans ce domaine, j'ai envie de dire, culturel? En fait, il y a eu déjà plusieurs points. Déjà, le premier point, c'était l'idée de, en fait, le rassemblement des jeunes autour de la culture algérienne. Oh oui. Alors, est-ce que la jeunesse algérienne s'intéresse à sa culture, son patrimoine, son héritage? En fait, le FNARJ, c'est cette question de dire oui, il y a une interaction venant des jeunes et voulant vraiment créer une dynamique et créer un réseau dans lequel les jeunes pourraient se rencontrer et partager la passion de l'amour du patrimoine culturel algérien. Oui. Donc, FNARJ, elle a été créée par deux jeunes Algériens, donc moi et ma collègue Djihad Hachmi. D'accord. Et dans le but de la promotion, préservation et revitalisation de l'héritage culturel algérien. D'accord. Voilà. Et je pense que si vous, étant jeune, vous avez pensé justement à l'héritage culturel, très important aussi de le partager avec les jeunes, c'est que vous aussi, j'imagine que vous vous intéressiez à ça. N'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, en parlant de la Casbah d'Alger, moi déjà, je suis né j'ai grandi dans ce côté immatériel de cette Casbah, étant donné que mes grands-parents, toute ma famille est originaire de ce quartier-là. Donc, ça a été grandir et être bercé dans les souvenirs de mon grand-père, de ma grand-mère. Déjà, d'un côté des chansons, comme on a vu le Hadj Mohamed Lanqa, Fadila Dziria. J'ai connu aussi des personnages assez incroyables, comme le Hadj Zobir Larahmo, qui est une mémoire de la Casbah d'Alger. Je suis aussi l'élève de Cheikh Lahadi Lanqa, le fils de Hadj Mohamed. Donc, en fait, on est un peu bercé dans ce côté du patrimoine. J'ai été bercé, on va dire, de ma personne dans le patrimoine culturel algérien. Et donc, il y a eu cette passion de jeunesse ou d'enfance qui a un peu agrandi avec moi et qui a poussé par la suite la création de l'Fnarjia. J'imagine que vous aimez la Casbah parce que vous en parlez, le centre-ville. Donc, toutes les nouvelles adresses vous disent quelque chose. Vous allez les essayer sans problème. Et c'est le cas justement du restaurant d'Alacha et son mari. Alors personnellement, dès que j'avais vu le resto, l'ouverture, j'étais... C'est du pur hasard pour que les téléspectateurs... Mais vraiment par hasard. C'est un pur hasard. Vraiment par hasard. Donc, ça a été vraiment c'est Dar Bab Azoun, c'est ça. Oui, du côté de Bab Azoun, Basse Casbah, c'est ça qui fait la différence. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de restos. Il n'y a pas beaucoup de restaurants à la Basse Casbah. Nous sommes peu ou prou le seul restaurant qui fait promouvoir la culture algérienne à la Basse Casbah. Comme Nazim l'a déjà dit. Oui. Et comme Nazim l'a déjà dit, il est venu les premiers jours et comme toute personne qui sont, on va dire, adeptes de l'état d'âme qu'est la Casbah, parce que ce n'est pas qu'un endroit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. C'est vrai. Nous nous sommes retrouvés avec Nazim et nous sommes devenus des amis. Hein. C'est ça. Et vous vous retrouvez aujourd'hui et c'est dû au hasard. Justement, Nazim, comment vous avez connu l'adresse? Est-ce que c'est en passant par hasard ou En fait, il y a eu déjà, j'avais vu une publication sur Facebook. Voilà. Et puis là, ça vous a intrigué. Moi, en fait, je suis tous les jours dans ce quartier, c'est mon quartier. Oui, ça vous a intrigué. Donc je passe, et je vois qu'il était ouvert. Donc je suis rentré comme par hasard. On a trouvé Stéphane. Je me souvenais, j'étais avec des amis, il y avait Yasmine et Sarah, que je salue. J'étais revenu par la suite avec Yamna, qu'on salue. Vous avez aimé, apprécié. Oui. Alors déjà, le cadre, la décoration, et en fait, on se sent à l'aise là-bas. C'est ce que j'avais beaucoup aimé. Comme à la maison. Comme à la maison. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont avec nous cet après-midi. C'est pour partager justement ce bon plan ou cette belle adresse avec les téléspectateurs. Donc on va revenir justement à Fnarjia. Déjà, pourquoi avoir choisi
donné ce nom à la start-up? Fnardia, en fait, on voulait un nom qui s'est plus un peu tiré du patrimoine algérien. Bien sûr. Et donc, le Fnardia, c'est un métier qui était dans les anciennes médinas d'Algérie, pas que la médina d'Alger. Et en fait, en fait, il y a deux, le Fnardia, il y en a deux. Ceux qui allumaient les phares, donc le Fnar, et les allumeurs de lampadaires. Donc, eux, ils illuminent les ruelles des médinas, de nos médinas. Et nous, c'est un peu cette métaphore pour illuminer sur le patrimoine culturel algérien. C'est ce côté. Très beau. Oui, voilà. C'est très joli. On voulait une symbolique et un rapproche vis-à-vis un cachet algérien. Et donc, aujourd'hui, comment s'organise le travail au sein de cette start-up? Et quelles sont les démarches déjà? Peut-être ça pourra intéresser les jeunes qui veulent lancer aussi une start-up, parce qu'on encourage beaucoup les jeunes, justement. Aujourd'hui, l'Algérie encourage beaucoup les jeunes à lancer des start-up, et ce, dans tous les domaines, bien évidemment. Donc, comment ça se passe un petit peu? Alors, nous, déjà, enfin, parlons de notre personne, donc le Fnardia, ça a un peu plusieurs cellules. Donc, on est vraiment en division en cellules, un travail groupé, etc., avec une équipe. Donc, c'est sûr qu'on a une cellule économique, d'événementiel, etc. On a la cellule de mise en valeur d'un héritage culturel qui sont nos événements, un peu la vitrine de notre start-up. C'est-à-dire qu'on organise des événements à thématique. Donc, on choisit généralement un héritage qui est méconnu, on risque de disparition, et on fait un événement autour. Donc, c'est une conférence, ça peut être une exposition, ça peut être plein de choses. On fait, par exemple, je donne l'exemple, on voulait mettre en valeur l'astronomie dans l'ancien Alger. On avait fait deux aspects. Donc, on avait fait avec le CRAC, le Centre de recherche en astronomie et astrophysique. Donc, il y a eu le côté un peu scientifique, il y a eu des astronomes qui étaient venus, qui avaient fait une conférence, on avait fait un peu une petite exposition. Il y a eu ce côté immatériel de ce lien avec les étoiles. Enfin, c'est pas de cet héritage qui se lie. On a eu, par exemple, la broderie d'Alger, qui est un point datant du XVIe siècle. Et savoir-faire ancestral, qui malheureusement, malheureusement avait commencé à disparaître au XIXe siècle. Donc on a pu trouver l'une des dernières dames qui savait encore faire ça. On avait fait une exposition, un événement et des ateliers. Parallèlement, on a eu aussi une exposition du costume citadin algérien. On avait mis en valeur le caftan traditionnel algérien. On avait des caftans qui avaient à peu près 2 à 3. En fait, c'était vraiment l'un de nos événements préférés aussi. Par rapport aux pièces qu'il y avait. Donc on avait des pièces qui dépassaient les 100 ans, 150 ans. Qui, eux, étaient vraiment cachés chez des familles. Donc, on avait fait des expositions. Et justement, cette brodeuse à qui vous avez fait appel, elle est toujours... Alors, Madame Atira, oui, toujours. Elle fait de la broderie d'Alger, toujours. De la broderie. Toujours. Très bien. Et aussi, j'imagine que vous vous intéressez à tous les événements culturels aussi, qui animent la capitale, mais pas que. Donc, bien sûr, alors moi, si je parle de ma personne, un peu subjectivement parlant, moi, c'est le Chabi. Moi, j'ai été versé dans le Chabi. Votre écharpe en plus. Aussi. Oui, bien sûr. Bon, ça. Supporter de Yusma, c'est ça. Heureusement qu'on est du même camp. Vous avez eu quelle chance cet après-midi. Vous savez, moi, j'ai grandi avec un grand-père qui me dit, tu sais, mon fils, nous, la Médina, c'est un peu des reliques avec le Chabi, l'Yusma, la Casbah, etc., la Mouda. Et donc, on est un peu, on a une route qui est tracée indirectement. Et donc, après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un dynamisme qui se crée dans le quartier, ce qui est très beau, dans le secteur sauvegardé, parce que la Casbah n'est pas qu'un quartier, c'est la vieille ville d'Alger. Il faut vraiment le mettre en valeur. Donc, on a par exemple Café Malakoff, qui chaque jeudi, agriculture, font des qadat chabi, notamment. Il y a Darbish Tarzi, on fait un nouveau lieu de Sana'a, de la musique classique qu'on n'a pas en Andalou. Donc, pour beaucoup, c'est des jeunes, il faut se dire que les qadat de Sana'a, là, c'est des jeunes qui font des représentations. Et ça, c'est très beau. Et on a un public jeune qui est présent, que ce soit donc les et qui tient justement à garder et tout ce dynamisme de revitalisation de secteur, c'est aussi notamment grâce à ces restos, à tous ces projets qui créent vraiment ce bas dynamisme en sort de la ville. Moi, j'encourage vraiment un projet comme le vôtre. Je fais vraiment admiration. Ce n'est pas qu'un restaurant. Oui. Il y a autour de ce restaurant un lieu. Toute une ambiance, c'est-à-dire que vous avez accessoirement lié au restaurant une soumission à l'œil de choses anciennes, etc. Donc, de suggérer à l'œil simplement, regardez un mahbas, regardez une soukreya, regardez un bokhraj, etc. Et vous avez des livres sur le tour sur le tour de partout, etc. Ce qui fait que celui qui vient seul n'est pas forcément seul. Tout à fait. Il y a plein d'objets qui l'accompagnent. Lui-même, le décor est très important. Et on a aussi, bien sûr, des pièces qui font partie du patrimoine. Donc aujourd'hui, justement, Nezim, on peut dire que les jeunes s'intéressent beaucoup à notre culture, à nos traditions, gardent ça jalousement et veulent aussi le transmettre à cette nouvelle génération, n'est-ce pas? On s'est rendu compte de cela ces dernières années aussi, notamment grâce à la médiation culturelle via les réseaux sociaux. En fait, on a vu des jeunes qui sont organisés, que ce soit des réseaux sur, par exemple, Insta, TikTok, etc. Ils créent des pages, En fait, ils veulent
veulent défendre, en fait, c'est une identité qui pourrait être très importante, en fait. Exact. Ils veulent s'identifier à travers leur culture, à travers des récits datant de l'époque de la Régence d'Alger, de nos poèmes, de notre musique, de tous ces... Pour eux, c'est des reliques qui font c'est pas la culture algérienne, etc. Et ça, c'est l'identité, exactement. C'est l'identité algérienne. Et ça, c'est très beau, en fait. Très bien. Et justement, aujourd'hui, on est à quelques jours du mois sacré de Ramadan. Est-ce que vous avez établi un programme? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Alors, généralement, fait Ramadan, donc ça dépend. Donc, si on parle des actions de, par exemple, des maisons à la base, donc c'est généralement des iftarat. Voilà. Donc, c'est les maisons traditionnelles, ces petites maisons mauresques qu'on a un peu dans la ville. Donc, on organise d'abord des petites visites guidées d'1 heure, 1h15 à peu près, avant le maghrib, avant l'appel de la prière. Et puis, donc, l'iftar, donc on se retrouve dans une maison mauresque au cœur de la médina d'Alger, avec un plat traditionnel, dans ce décor qui nous plonge un peu dans ses souvenirs d'il y a 50 ans, 60 ans. Et généralement, il y a aussi cet accompagnement de musique. La musique, toujours. Hein. Et c'est vrai que c'est notamment un cadre familial un peu. Parce qu'on est tous rassemblés dans ce fameux Oustdar. Bien sûr. Et voilà, il y a une certaine intimité qui se plonge un peu dans ces odeurs, même si c'est vrai que le quartier en général perd un peu de ces odeurs d'époque. Oui, on essaie toujours bien sûr, de perpétuer un petit peu. Et justement, j'imagine qu'il y a aussi un travail de recherche qui se fait pour dénicher tous ces lieux, tous ces beaux endroits dans lesquels vous organisez des événements? Alors déjà le travail de recherche, le tout premier travail, c'est déjà la recherche de la thématique. C'est-à-dire que si on veut faire un événement sur une thématique... il faut qu'il y ait quelque chose qui vaille le coup, on va dire. En fait, on avait organisé les 225 ans de Dar Mustafa Pacha en hommage Mustafa Pacha, Lama, etc. Il a fallu un travail de recherche de presque 7 mois. On a pu rencontrer la famille du dé Mustafa Pacha, récupérer des archives, des photos, des manuscrits, etc. et organiser un événement à travers de cela. En fait, et déjà, on tombe des fois sur des pépites, sur des trésors, sur de très belles pièces. Et je pense que la meilleure partie, c'est cette étape d'organisation des événements. Parce qu'on ne peut pas organiser un événement de cette importance en 2-3 mois. Non. Tout à fait. C'est vraiment des mois de recherche. On puise, on essaie de trouver les gens qui ont le savoir ou qui ont un lien avec ça. Et on en fait l'événement. D'accord. Et oui, bien sûr aussi, à la recherche, quand on fait des événements dans l'aspect touristique, si on peut le dire ainsi, la recherche des lieux. Essayer d'avoir des lieux que les gens ne connaissent pas, avoir un petit peu de l'exclusivité, c'est important, n'est-ce pas, pour que ça marche toujours bien, essayer de donner la meilleure image et de donner le meilleur endroit. D'accord. Et est-ce que justement vous faites appel à des guides ou vous assurez vous-même? Alors déjà, moi-même, je suis notamment guide du secteur sauvegardé. Et oui, on fait appel, donc on n'est pas toujours disponible. Oui, c'est ça. S'il y a beaucoup de demandes. Des visites guidées, etc. Tout en essayant de donner. En fait, parce que je trouve que quand on est guide, surtout à la Casbah, c'est un peu difficile du côté qu'on est un peu ambassadeur. Oui. On est ambassadeur de ce lieu-là, on est ambassadeur de l'histoire de notre pays. C'est une vitrine notamment, de façon générale, puisque c'est classé à l'UNESCO dans l'héritage mondial. Donc on doit vraiment... Un lieu très visité aussi. Alors, ce qui est aussi impressionnant de dire que ces derniers mois, ces dernières années, il y a de plus en plus de visiteurs et de touristes qui viennent dans le secteur des touristes étrangers. Nationaux et étrangers. Il y a vraiment une très grande demande. Exact. Et ça, déjà, ça fait vraiment plaisir. Et donc, on doit vraiment donner le meilleur de soi-même. On ne doit pas faire de fautes, on doit donner vraiment le cachet le plus authentique, on va dire, le cachet le plus authentique qui pourrait représenter ce secteur sauvegardé. Très bien, en tout cas, plein de belles choses. Et bien sûr, elles sont gérées et assurées par des jeunes et ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on en parle chaque après-midi ici dans l'émission. Donc, une autre question qui n'a peut-être rien à voir avec la start-up. Quel est le best-seller du resto de Racha? J'aime beaucoup la question. Alors moi, généralement, pour ne pas se mentir, cet Algérois que je suis, généralement, je parle qahwat al-asr. Moi, je viens généralement pour parler de l'asr. Il dit juste pour l'asr. Exactement. C'est vraiment l'espace pour Oui, évacuer le stress un petit peu de la journée. Oui, alors dans les villes citadines, Alger, Constantine, Tlemcen et de façon générale, donc entre le moment du Asr, entre 15h30 jusqu'à 17h. Ah oui, c'est une habitude qu'on le veuille ou pas. L'Asr, c'est soit ce café noir ou café au lait, on se pose comme ça. Et on apprécie aussi l'accompagnement avec Stéphane et Racha qui eux aussi connaissent beaucoup de choses. Moi aussi, j'apprends beaucoup avec eux. Oui. L'histoire d'Alger, c'est un amoureux d'Alger, il faut le dire. Oui, on le sait, c'est pour ça qu'il est avec nous. J'apprends aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment ce moment d'échange-là. D'accord, mais quand même, le café est un moment qui vous plaît beaucoup au sein de ce lieu. Mais sinon, vous allez aussi manger, ou pas? Je pense que...
Si je pense à Rishta. Voilà, Rishta. Rishta, ouais. Oui, d'accord. Après, il y a eu de bons retours. Oui, c'est sûr. Il y a eu de très très bons retours. Et sinon, le café, vous le preniez avec des gâteaux traditionnels, j'imagine, qui sont très bons. Voilà, toujours avec ces senteurs. Le cadre algérien. C'est comme expliqué Monsieur Bellariche, c'est pas seulement côté restaurant, mais c'est vraiment un cadre qui l'identité, l'ambiance, l'ambiance. C'est-à-dire d'avoir voilà, le plateau de café, ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Exactement. Voilà. Il est là, ce fameux on a les plateau. senteurs, les saveurs. Oui, voilà, tout à fait. En soi, Dal Babazoun, ce n'est pas qu'un restaurant, c'est un concept en lui-même. Parce qu'on a fait en sorte de rejoindre la richesse de la table algérienne et sa convivialité avec on va dire, la grandeur du patrimoine algérien. On a fait une décoration tout en cuivre avec des antiquités, des anciennes pièces. Même le cuivre qu'on a acheté, on n'a pas acheté du nouveau. Oui, on a passé des années et des années un grand à travail. Des pièces par-ci par-là. Et on en a fait une décoration muséale. Voilà. D'accord, donc c'est un projet auquel vous avez pensé déjà depuis un moment, n'est-ce pas? On va laisser M. Yaïch. Nous encourageons nos compatriotes à investir et acheter des vieux cuivres parce qu'ils partent à Oued-Knis et ils partent à la fonte et ils ne reviennent jamais. Oui, donc il faut, bien sûr, pour ne pas perdre justement... Acheter des sni, acheter des sokhriyettes, acheter des borales, préserver le patrimoine, préserver des choses qui ne reviendront jamais. C'est vrai que des fois, il y a des pièces très anciennes... C'est pas ça, c'est ce sont des écoles qui ont existé, ce sont des écoles qui ont disparu. Bien sûr, c'est des fois certains métiers. Il y avait des métiers, le ferblantier est un métier, le dinandier est un métier. Alors, on conserve quelques ateliers à Constantine, etc. Mais à Alger, il n'y a plus grand-chose, même pas du tout, je crois. D'accord, donc on revient peut-être au projet, très important bien évidemment, de transmettre ces métiers à la jeune génération aussi, on le dit très souvent dans cette émission. Je vous vrai qu'il y a un génie. Je vous dis véritablement, ces personnes sont des génies. Ce sont des génies parce que ce sont des génies qui ne baissent pas les bras et qui, en dehors de préserver la tradition, font preuve d'une créativité constante. Je veux dire, ce sont des ressorts d'intelligence et des ressorts de débrouillardise. C'est-à-dire qu'ils arrivent à créer des événements avec très peu de choses. Et ça, je pense que c'est un talent de chez nous, les Algériennes. C'est ça. Et justement, on parle de dinanderie, d'objets en cuivre, mais il y a aussi les tenues que vous portez, c'est de la broderie et c'est aussi un métier noble et un savoir-faire ancestral. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a encore des personnes qui sont très qualifiées, par contre, pour ce genre de choses. C'est ça. De la lyre, les dames se battent en duel et vous font des choses. Regardez cette chose bleu de... Alors, c'est une couleur rarissime. Alors, d'accord. Etc. C'est un bleu vert non, bleu même pas. Prusse. Bleu de Prusse. D'accord. Bleu de Prusse. C'est une antiquité. D'accord. Très belle pièce, c'est vrai, effectivement. Voilà. Et justement, au sein du restaurant, vous avez tenu à recevoir vos invités, j'ai envie de dire, les gens qui viennent, les personnes qui viennent se restaurer, en tenue traditionnelle. Les gens nous demandent si nous sommes les patrons et nous leur répondons toujours, nous sommes vos amis. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de patron chez vous. Nous sommes vos amis, il n'y a pas de patron et il n'y a pas d'employé, il n'y a qu'une équipe. C'est ça, c'est une équipe, bien évidemment, voilà. Et chacun. Donc, vous avez tenu à recevoir avec des tenues traditionnelles. Eh bien, nous sommes Algériens, nous sommes Algérois, c'est notre patrimoine et notre fierté. C'est ça. Et c'est des habits quand même qui sont aussi simples à mettre qu'une veste blazer. Exact. Voilà, tout à fait. Toute faite. Donc, on met une veste caraco avec un jean, avec même des baskets et ça passe. C'est ça. Alors, tout à l'heure, vous me disiez que vous avez eu du mal à convaincre vos équipes, les masculins. Et après, comment ça s'est fini? Racontez-nous un petit peu l'anecdote. Au début, lorsque vous demandez à... Vous connaissez ce qu'on appelle le rajela. Oui. Voilà, etc. C'est vrai et au bout d'un moment, ils voient le patron et la patronne en train de se mettre en caraco. Et puis, ils sortent dans la rue de temps en temps pour aller acheter quelque chose. C'est devenu leur fierté. Et ils se rendent compte qu'autour d'eux, ils n'ont que du masha'Allah, Allah ibarak. Voilà. Ils se rendent compte qu'au lieu d'être ridicules, au contraire, ça plaît. Ça donne du style. Et ça donne attendez, parce que ce qui est assez extraordinaire... Non, mais là, ils sont arrivés à sortir. Voilà, ça y est, ils sont à l'aise. Ils l'ont adopté. Ils l'ont adopté. Parce que ça leur a donné... voilà. C'est un état d'esprit. Non, en tout cas, ça revient de plus en plus à la mode. Oui, vous avez le clou. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Le clou est enfoncé de quelle manière? Le clou est enfoncé de la manière suivante. On va dire que 90% de nos visiteurs
Ah, peut-être que j'ai touché le micro. Non, allez-y. Non, continuez. Non, continuez. 90% de nos visiteurs insistent pour être pris en photo avec nous. Donc, nous sommes régulièrement... Les mascottes de notre restaurant. Voilà, avec Racha, la princesse, et moi, le renard bleu. Très bien. Nazim, ça vous arrive de porter des caraco masculins, bien évidemment, pour certaines occasions? Alors, non, maintenant, il y a des pièces pour préciser, voilà, le costume traditionnel citadin. Voilà, alors, quelque nous, chose on a le Bedaya, qui est le gilet. Oui, le Jabadouli, qui est la veste. Voilà. Le Chachia, c'est ça. Le calaco en soi, c'est vrai, en soi-même, c'est féminin. Mais le Jabadouli, oui, j'ai porté durant les événements avec fierté. Voilà. Et bien évidemment, en tant que. Je pense que la plus grande fierté, c'est ce fameux Burnos. Oui, et le Burnos. Par contre, la fois où j'ai eu le plus, je pense, un honneur de porter un truc, c'était quand on avait fait un événement à Tlemcen. Et j'étais rentré avec le Burnos du dernier moufti d'Alger, Cheikh Baba Amr. D'accord. On avait la petite fille du moufti, une collection, etc. Et j'avais pas de Burnos, je devais rentrer, etc. Waouh, voilà, j'avais le Burnos du moufti et la Chachia de Hadj Mohamed Al-Ankra. Eh ben, dis. Voilà, alors ça, je n'oublierai jamais cette anecdote. J'ai eu un grand honneur de la classe. J'avais eu un grand honneur de rentrer avec ça. Il n'y a pas un musée qui conserve ce genre de choses? Alors en fait, nous, dans notre travail, c'est vraiment de contacter les familles. Et quand on fait un événement en hommage, c'est d'exposer ce qu'on ne peut pas voir au musée. Alors oui, c'est vrai, c'est des pièces de grands maîtres, enfin, bon, maîtres de la musique, et pas que, de personnalités algériennes, mais qui sont exposées chez les familles. Voilà. Donc, durant cette exposition, on avait des artefacts et des pièces des Cheikh Abdelrazak et Mohamed Fakharji, de Hadj Mohamed Al-Ankra, de Cheikh Baba Amar, etc., mais qui sont gardés chez la famille. Donc, Inch'Allah, au futur, on espère qu'il y aura un musée pour la musique shabi, un musée pour tout ça, mais aujourd'hui, donc ce n'est pas toujours d'actualité. Eh ben, je vais vous donner un petit parallèle par rapport à ça, justement, c'est que dans l'immeuble a plusieurs petites histoires dans l'histoire, etc. Et l'une d'entre elles, celle que nous évoquons le moins souvent, c'est le fait qu'au dernier étage de cet immeuble, il y avait un photographe très célèbre dans les années 1900 qui s'appelait Jean Gézère. C'est lui qui a fait les premières cartes postales sur Alger en noir et blanc et qui a fait un portrait de Karl Marx. Donc son atelier photographie était absolument art nouveau. Donc à l'époque, quand on faisait une photo, c'était très long. Donc c'était une composition. Ensuite, on colorait les photos et on les estampillait. Très bien. Eh bien, est venu déjeuner dans le restaurant son descendant. Il me dit l'appareil de photo de l'oncle. En train de. Je lui dis mais je ne comprends pas pourquoi vous faites cela. Venez le mettre, ça reste votre propriété. Vous pouvez le mettre à l'entrée du restaurant avec une. Et tout à fait, avec on mentionne à qui il a grâce à lui, grâce à ce photographe aussi, on a un grand héritage de photos par rapport au costume traditionnel. Entre autres. Oui, ils ont pris en photo pas mal d'Algériens à l'époque, et on voit la diversité de notre. Mais moi j'ai vu de toutes les photos que j'ai pu voir, toutes ces femmes justement qui ont été prises, je n'en ai jamais vu une qui était aussi belle que Racha. Ah ben voilà, c'est bien dit, c'est bien dit. Très bien, en tout cas, on va continuer bien sûr de parler de la beauté de Racha, des bons plats qu'elle propose aussi, allez, pourquoi pas. Et puis avec Nazim aussi pour parler de la start-up culturelle. Mais juste avant, avant de continuer de parler de tout cela, on va vous proposer la rubrique donc, du mercredi après-midi, Inspiration Habitat, et elle est signée Yasmina Sari. Jingle. Alors Yasmine, on est bien entouré. Hein. Ah oui, vraiment. On a de la chance. Oui, aujourd'hui, spécialement, en fait, le débat est très riche, donc c'est très, très agréable. C'est vous qui l'animez, c'est réciproque. C'est tout le monde convivial, comme votre restaurant. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, c'est comment décorer son intérieur quand on est en location. Ah, oui. Voilà, donc souvent, quand on est locataire, on fait face à quelques contraintes comme ne pas peindre les murs, faire des travaux, et on ne se sent pas forcément vraiment chez soi. Exact. Donc, rassurez-vous, il y a quelques astuces qu'on peut utiliser justement pour transformer son intérieur et qui puisse devenir un véritable cocon.
D'accord. Donc, en premier lieu, on va parler des murs, parce que très souvent, on ne peut pas les peindre. Il y a beaucoup de propriétaires qui interdisent à leurs locataires de peindre les murs. Donc, on peut utiliser les stickers ou les papiers peints repositionnables. En fait, ce n'est pas l'ancien papier peint ou les anciens stickers qui pouvaient abîmer la peinture. C'est fait en PVC. Oui, c'est fait en PVC. C'est spécialement conçu pour pouvoir être retiré après sans abîmer les peintures. C'est bien ça. Voilà. Donc, on a cette possibilité. Comme on peut aussi utiliser en fait les tableaux. Donc, si on peut les accrocher, c'est tant mieux. Donc, on peut habiller les murs avec des tableaux. Sinon, on peut les accrocher avec des adhésifs si on peut pas il y en a maintenant qui tiennent pas mal. Exactement. Bon, il ne faut pas prendre un tableau avec beaucoup de verre. C'est ça. Voilà. Il faut quand même aller sur quelque chose adhésifs double face, ça tient exactement. Bien. J'ai fait l'expérience. Très bien. Sinon, en fait, on peut poser carrément, on peut utiliser des étagères autoportantes. Les étagères autoportantes, c'est comme des meubles, en fait, avec des étagères ouvertes, et on peut poser dessus donc des tableaux, des cadres, de la décoration, ou carrément les poser au sol. Ça fait vraiment effet galerie d'art. C'est très joli. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que ça a un cachet. Ça a un cachet, exactement. Donc, on peut aller vers ça, comme on peut aller aussi, on peut habiller les murs avec des rideaux et des tentures. Ça change complètement l'ambiance d'une pièce. Donc, si on prend, par exemple, des rideaux de couleur jaune, ça réchauffe l'atmosphère. Bon, des rideaux blancs, ça va rester dans le blanc, ça ne va pas du tout donner ça ne va pas apporter de la chaleur à l'intérieur. Mais si on utilise une autre couleur, ça va tout de suite réchauffer justement cette ambiance. Ça, c'est pour donc les murs. Et pour le sol, parfois, on n'a pas la chance d'avoir un sol qui nous plaît. C'est vrai. Et vous voulez changer le sol peut-être? Alors, voilà, vous allez prendre. C'est un de nos projets. Oui, bon, alors on a. En plus, vous avez une grande superficie. Plus de 280 mètres carrés, c'est énorme. Oui, alors le sol, c'est difficile. Donc, les solutions les plus communes, quand on est à la maison, c'est d'utiliser un grand tapis, vraiment de l'XXL, ou alors d'accumuler les tapis. Bon, ça fait un peu esprit, c'est un autre style, ça fait un peu esprit bohème, etc. Mais ça dépend de ce qu'on utilise comme tapis. Ou alors, on a en fait le PVC clipsable, c'est-à-dire que c'est comme un puzzle et il n'est pas adhésif. Donc, parquet flottant. Pas une photo là. Oui, le parquet flottant, c'est un peu plus compliqué. Non, parce que je parle de maison. C'est comme la photo dans un restaurant. De voir. Exactement, oui. Cette photo, voilà. Ça, exactement. Ça, c'est du parquet, c'est du PVC clipsable. Donc, c'est très facile à poser. Ça ne nécessite pas. Oui, voilà. Donc, vous sauvez la vie, vous sauvez la vie. Ça me joint l'utile à l'agréable cet après-midi. Et c'est disponible. Je me suis renseignée avant. Voilà, c'est disponible. Donc, après, bien sûr, il y a les couleurs, les modèles et tout. Ça, il faut aller vraiment auprès du fournisseur, mais ça existe en Algérie, voilà. Et c'est disponible. Donc, ça, c'est pour le sol. Troisième point, donc, il est préférable d'utiliser du mobilier multifonction parce que quand on est locataire, il faut mieux pas on ne va pas trop cumuler, s'encombrer beaucoup de mobilier, même si on doit après déménager. Voilà. Faut éviter, c'est ça. Garder le minimum. Tout à fait. Donc, si on peut avoir du mobilier qui fait double ou triple fonction, en un, voilà. Coffre, par exemple, là, on peut trouver des salons exactement comme ce voilà, donc ça peut être lit, coffre, rangement, convertible. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est pratique. Comme on a aussi les tables basses, en fait, qui peuvent monter et devenir table pour à manger, salle à manger. Donc, ça, c'est pour le mobilier. Et puis, parfois... On peut carrément personnaliser son mobilier, ses meubles. Donc, si on en a un peu assez, on peut vraiment ou les repeindre, les customiser en appliquant du papier peint, enlever carrément les portes et ça devient un autre meuble. Donc, on peut s'amuser à vraiment personnaliser son mobilier. Oui, aussi, très intéressant. Oui, et puis quatrièmement, donc on va parler des ambiances lumineuses parce que c'est vrai que la couleur apporte beaucoup de chaleur,
mais on peut aussi avoir cette ambiance de par les lumières. Donc il faut varier comme à chaque fois, comme je l'ai dit à chaque fois. Il faut varier en fait l'ambiance lumineuse, donc le plafonnier, les abat-jours, les appliques, pourquoi pas, les LED, et ça crée vraiment différentes tonalités, différentes ambiances. C'est le nerf de la guerre. La lumière, oui, la tout lumière, à fait. C'est le nerf de la guerre. Un bon éclairage réussit à masquer tous les défauts d'une pièce. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que nous disent nos clients dans le restaurant. Il y a un éclairage chaleureux quand on rentre. Il n'y a aucune lumière directe. D'accord. Oui, parce que c'est cette en fait, sensation de bien-être que et quelqu'un vous a conseillé ou vous avez un savoir-faire On a un savoir-faire. Voilà. Voilà. Oui, doué. Voilà. Très bien. Et donc, voilà pour l'éclairage. Et puis, en 5e point, les textiles. Donc, au niveau, par exemple, du sofa, donc on peut s'amuser avec des couleurs, au niveau des coussins, des plaids, mais aussi des matières. Donc, la laine, le velours, ça réchauffe complètement l'ambiance et ça apporte du style et du cachet. Et puis, si on hérite de meubles, par exemple, au niveau de la salle de bain ou de la cuisine, et on peut... qui sont déjà là installés. Ils sont déjà là, oui, on en hérite. Très souvent, ça arrive, ça. C'est ça, voilà. Donc, on peut essayer de changer les poignées, par exemple. D'accord. On change les poignées. Si on peut poser des stickers, c'est bien, mais sinon, voilà, on peut déjà changer les poignées, ça donne un autre aspect au meuble. Un petit peu, d'accord. Et puis, si vous n'aimez pas, par exemple, votre cuisine, oui, là, on voit d'autres poignées. Si vous n'aimez pas aussi votre cuisine ou votre salle de bain, ou bon, mais là, j'ai une photo, en fait, de la cuisine, créer un espace ludique. C'est-à-dire, vous pouvez carrément poser... un autocollant ou un tableau carrément magnétique ou à craie et en faire un espace ludique. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser à dessiner, vous ou votre famille ou les enfants. Et vous allez oublier en fait ce côté, enfin, ce petit meuble que vous n'aimez pas trop, ça sera en fait le moment ludique de votre journée. Ouais, très, très belles idées. Voilà. Donc, le plus important, c'est qu'on se sente bien, essayer de personnaliser avec des choses qu'on peut reprendre par la suite. Surtout. Sans toucher justement à ce qu'il y avait déjà dans la maison. On va essayer de ne pas trop s'encombrer parce que quand on déménage, très important. Même les meubles, au bout d'un moment, même s'ils sont solides, ils peuvent en prendre quelques coups et ça toujours. Voilà, c'est ça. Très bien. On peut aussi recommander des petites adresses pour meubler avec un peu de charme, à moindre prix. En allant à Wet-Knis, etc., on peut trouver des petits meubles, pépites, des choses à 2000, 3000 dinars, etc. avec en plus un peu de cachet. Oui. Avec un peu de cachet. C'est vrai. Oui, c'est souvent ces meubles et en fait leur donner une seconde vie. Qui est une grande chineuse. Voilà, c'est vrai. C'est vrai à chaque fois. C'est vrai. D'ailleurs, on s'inspire de tous les endroits là où on passe, là où on va, qu'on soit à Constantine, à Tlemcen ou à Alger ici. On passe toujours et on cherche des petites choses, des pépites, voilà, des petites mahbes, des petites abseh shawat pour faire toute notre décoration et voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que chez vous, en fait, chaque objet raconte une histoire. Chaque objet a son histoire, chaque objet a son moment, chaque objet a sa petite anecdote. C'est d'ailleurs un petit peu embarrassant, je vais vous dire pourquoi. C'est un petit peu embarrassant parce que notre patrimoine est tellement varié, riche, bien sûr. Vaste. C'est difficile d'avoir l'ensemble. Vous avez encore quand même, toujours de quelque chose ateliers de tapisserie. à la collection. On fait encore de très beaux tapis. On fait encore. Alors, c'est très difficile parce que si vous mettez un tapis des bâbords, etc., on va vous dire c'est pas algérois. Donc c'est vrai que le patrimoine est très riche, mais ce qu'il faut dire, c'est que tout, justement, tout est beau. Ce qui se fait à Alger, à Constantine. Faites par saison, en fait. De l'Est à l'Ouest. Je vais vous raconter. Moi, je félicite. Le tapis de Babar aussi, qu'on connaît. Je voudrais quand même féliciter. Bien avant nous avons quand même des précurseurs qui sont des gens exceptionnels et que je loue par leur action, même si parfois c'est pas toujours excellent, etc. Je loue nos compatriotes de Timimoun, du Touat, etc., de Biskra, de Boussrada, etc., et qui sont venus il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, nous apporter la joie d'avoir ces petits matrams avec BT, etc. Je les remercie parce que grâce à eux, ce sont les premiers, ce sont les initiateurs de l'exportation d'une spécialité culinaire pas
chez nous, bien sûr, qui ont invité nos compatriotes à pouvoir découvrir vrai, à voyager à l'intérieur. À voyager à l'intérieur de l'Algérie. En tout cas, le patrimoine est bien évidemment très riche et tout est bon, tout est beau. Et c'est ce qu'on dit chaque après-midi dans cette émission. Nazim Lotfi, pour un dernier mot peut-être avant de nous quitter. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors, même si on n'est pas, encore comme par hasard, même si on n'est pas à la Casbah le suit toujours. C'est ça, c'est ça. J'imagine que vous y retournez là. Oui, je redescends. Là, il en manque. Il y a le prévoit, non? Ah oui, et un petit organiser. Merci beaucoup. Très bien. Pour organiser une qada toujours au cœur dans ce cadre-là. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Yasmine, merci pour le choix de la rubrique de cet après-midi. On se retrouvera dès la semaine prochaine et ça sera Ramadan. Donc, je te dis aujourd'hui, c'est Ramadan. Merci. Et puis, on va bien évidemment adapter les thématiques au mois sacré de Ramadan dès mardi prochain à 14h30, je crois, au lieu de 15h. En tout cas, merci Nazim et merci Yasmine. Merci à tous. Avec une chanson, Fadila Dzeria, pour recevoir les autres invités de l'émission. سالوا دموع من عينيا بكيت يا اهل الموتى والحيين بكيت الحجر والارض العطشان وجميع مخلق رب العالمين الأرض والسماء وعلى الربع ركان بكاو الملوك والروحانيين على فراق وين في دبلة العيان منها مريدك ياتي مختلفين ظريفة الخيام خلوني مهول مهموم حزين قالوا كان جاتني بالفدوان اعطي المال مالي ومال ابويا ونزيد الدين لو كان بالدراع يا فهما الحسدين يضحى نقمة عالغزال زرق الوشمة يحمص قوي يضحى البارودينية النيام النكد العدا واللي حاسدين عايدة نموت يا من تفهم موتي حلال الموت خير من فرقتك احل العاي
Voilà donc une belle chanson bien évidemment pour accueillir notre invitée. Elle est artiste au peintre, j'avais annoncé tout à l'heure. Il s'agit de Lila Mazi. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bienvenue. Merci pour l'invitation et l'accueil. D'avoir accepté notre invitation. Et il y a aussi Faisal Bayout qui nous a rejoint pour la rubrique. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. En tout cas, ravi de vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va continuer un petit peu l'émission et parler d'art culinaire parce qu'on avait déjà commencé tout à l'heure. J'imagine que ça vous intéresse aussi. Et c'est justement la thématique d'aujourd'hui, hein, les beaux projets qui sont lancés. En tout cas, celui-ci en est un, bien évidemment. Donc, un beau restaurant où des plats traditionnels algériens sont proposés tous les jours. Donc, Faisal, aujourd'hui, l'instant littéraire. Oui. Donc, on va lancer le jingle pour voir de quoi il s'agit. Super. Alors aujourd'hui, Lilia, on va parler de la Casbah dans la littérature algérienne. Voilà. Ça va faire plaisir à nos invités. Exactement. Donc, c'était un lieu qui a marqué donc, les Algériens dans toutes les thématiques et surtout en littérature. Donc, les auteurs ont donc utilisé la Casbah comme personnage à part entière déjà. D'accord. Continue, Faisal. Excuse-moi de t'interrompre parce que je vais te passer le micro baladeur parce qu'il y a un petit souci avec ton micro. D'accord, voilà. Très bien. Donc, je pense qu'on m'entend bien là. Oui, je pense bien, que ça super. va. On va. Donc, je disais que la Casbah était donc au cœur de la littérature algérienne. Et pour commencer, donc, elle a été au cœur de la littérature algérienne comme étant un personnage à part entière, notamment à travers les œuvres de Mohamed Dib, par exemple, qui se souvient de la mer. D'ailleurs, je vais vous lire un petit passage qui relève de cette thématique-là. Alors, la ville se resserre, noueuse, entre ses propres ruelles. Elle s'accroche à la colline. Les murs lépreux sointent de mémoire. Chaque pierre a vu défiler des ombres, des pas furtifs, des regards échappés derrière les moucharabiers. Ici, le silence n'est jamais vide. Il est plein de cris d'antan, des murmures d'un peuple en suspens. Donc là, c'était à l'époque coloniale, donc qui se souvient de la mer. C'était donc l'image de la Casbah qui renvoie justement à l'époque de la résistance à l'époque coloniale. Il y a aussi donc d'autres auteurs qui ont parlé de la Casbah dans leurs écrits. Je pourrais citer donc Assia Djebbar en lui donnant justement un aspect assez féminin parce que donc la littérature d'Assia Djebbar a été très féminine, donc elle parlait beaucoup des voix des femmes algériennes. Tout à fait. Voilà. Et on pourrait également citer Nejma de Kateb Yassine, où également il aborde la Casbah. En tout cas, très, très abordé, bien sûr. Exactement, la Casbah, à travers très abordé. beaucoup d'ouvrages. On va parler de Nejma, je pense. Alors oui, ici on va parler d'un petit passage de Nejma. Donc, Alger, la Blanche, étend son manteau jusqu'au rivage. Mais au cœur de cette mer de lumière, la Casbah garde ses ombres. Là-haut, derrière ces façades défraîchies, le peuple veille, les enfants jouent entre les murs tordus, les vieilles soupirent derrière les grilles, et dans l'air flotte une rumeur, celle d'un pays en attente. Donc toujours dans cet aspect de révolution à l'époque. Oui, c'est vrai.
Alors voilà, donc il y a aussi donc un petit peu après Malek Haddad dans Je t'offrirai une gazelle qui parle également de la Kasbah en disant la Kasbah ne dort jamais vraiment. Même sous la nuit épaisse, elle bruisse de souvenirs, de pas qui se croisent, de destins qui s'effleurent sans se voir. Dans chaque couloir sombre, une histoire s'écrit en silence. Donc, on voit que les auteurs algériens ont vraiment rendu hommage à cette belle ville. Et la Kasbah a inspiré aussi. Elle a inspiré beaucoup de textes, donc des romans, des textes poétiques, voilà. Et puis, je voulais aussi également aborder la Kasbah dans la chanson, parce que énormément de chanteurs algériens on chantait justement la Kasbah. Donc, je pourrais... les traditions, exactement, voilà. Tout ce qui fait justement l'âme de la Kasbah, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je pourrais citer l'image emblématique de Sha'bi que vous avez passé tout à l'heure, donc Al-Anqa, donc avec Al-Qasbah, où il disait, voilà, où il chantait justement Al-Qasbah. Il y a aussi Dahman Al-Harashi, qui, donc, dans l'une de ses chansons, il y a Al-Qasbah, il disait Ya Al-Qasbah Azisti Nibqan Nfakar Fik. Donc, voilà. Il y a également quelques passages de certaines chansons de Kamal Massoudi qui abordaient exactement la Kasbah. Donc aujourd'hui, je voulais rendre hommage à ce lieu formidable. Et à ces personnes aussi qui ont évoqué la Kasbah dans leurs ouvrages, dans les différents domaines, bien évidemment. Voilà, tout à fait. Bien. Merci Faisal pour le choix de la rubrique que tu as adapté avec la thématique de l'émission de cet après-midi. Donc on va continuer aussi avec l'art culinaire. Je pense que ça va vous intéresser tous les deux. Donc on parlait de ce projet qui vous tenait à cœur. Vous travaillez tous les deux, vous aviez des métiers respectifs, vous avez tout laissé tomber pour justement concrétiser, vous consacrer entièrement à ce projet, n'est-ce pas, Sacha? Alors, nous étions dans des domaines tout à fait différents. Mon conjoint était dans l'immobilier, j'étais dans le secteur des finances. Et puis, comme nous sommes des personnes qui aimons le patrimoine algérien et la culture algérienne, et surtout, on aime manger et on aime cuisiner. Voilà, heureusement. Voilà, donc on s'était dit, il faut qu'on ouvre, il faut qu'on transmette cette graine qui doit ne jamais partir. Elle doit toujours être là. L'Algérie, la cuisine algérienne conviviale, l'état d'esprit de la Kasbah en soi, avec tout ce que représente la culture algérienne. Il faut qu'on laisse perdurer ça. Et donc, avec Stéphane, on a trouvé ce local qui est un bien familial depuis de longue date. Et c'était l'occasion ou jamais. C'est en Basse-Kasbah, le lieu en lui-même a son histoire. C'est un lieu emblématique de la rue Babazoun. Et le nom va avec, Dal Babazoun, la maison de Babazoun. Voilà. Et justement, c'est grand. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur? Alors, on s'y attendait pas. 280 mètres carrés. On s'y attendait pas. Vous avez joliment décoré, j'ai envie de dire. Tout à fait. La décoration, c'était la partie la plus facile, la plus rigolote. Voilà. On s'amusait, on décorait, on changeait les Et vous arriviez à vous mettre d'accord? Il y a eu des avis. Non, ça va. En général, on était un peu d'accord. Ah bah ça va alors. C'est bon signe alors. Et donc c'était la partie la plus fun de décorer, etc. Et c'était le jour où on a ouvert vraiment le rideau, on a reçu des gens. C'est là où on a réalisé les 150 couverts. C'est un métier, j'ai envie de dire. C'est un métier. D'autant plus que ça soit nous ou notre personnel, nous savons cuisiner, certes. Mais nous ne sommes pas du tout du métier. On a ramené des personnes, les gens du quartier, des gens qu'on connaît, des jeunes qui étaient vraiment sans travail. On leur a donné la chance de travailler. C'est eux qui nous ont donné la chance. D'accord. Pas nous qui leur avons donné. Nous sommes reconnaissants à notre équipe. C'est ce qui fait que l'équipe de Babazoun, c'est une famille. Qui sont largement beaucoup plus méritants que nous-mêmes.
D'accord, très bien. Ben, c'est bien de le dire, hein. Ça va leur faire plaisir. Ah bah oui, un dédicace à toute l'équipe Babazoun qui nous voit. Plus qu'une dédicace, des remerciements et des louanges pour l'équipe Babazoun, qui sont le fer de lance. Nous ne sommes que des animateurs. Tout à fait, c'est un travail d'équipe, bien évidemment. Non, c'est pas un travail d'équipe, c'est un travail de famille. Voilà. Parce que notre équipe, la famille de Babazoun, c'est vraiment une famille parce qu'on a commencé de rien. On a commencé ensemble, on est rentré dans le tas. Et ça a marché parce qu'on a tous aimé ce qu'on faisait et ça a marché. C'est qu'en étant des amateurs, nous avons eu la chance de pouvoir ne pas être arrogants. N'étant pas du métier, nous avons été obligés d'être humbles dès le départ. Et comme nous sommes de nature conviviale, comme vous voyez, je coupe la parole à tout le monde, je me m'en fous complètement, etc. Voilà, je te redonne la parole. Très bien. Donc, comment vous avez établi justement votre menu, Racha? Alors, notre menu, nous avons fait ça a été simple. Un menu très simple, tout à fait. Pour nos entrées, nous avons choisi de faire revivre une notion qui n'existe peu ou prou plus en Algérie, c'est la kemia, où il y a des petites assiettes, 7 assortissements de petites assiettes, de petites kemiettes, des aubergines grillées, des aubergines au carvi, des tapenades d'olives vertes, noires, de l'uhmis, bien sûr. Bien sûr. Avec la kessra et un petit hummus. Donc, c'est la petite kemia où il y a 5 personnes autour d'un sni. On leur apporte le plateau kemia avec la kessra, bien sûr. Et tout le monde prend comme ça un peu. C'est sûr. Voilà. C'est mieux comme ça que d'être obligé de la choisir dans le menu. Tout à fait. Et pour ce qui est de nos plats, nous avons fait très simple. On a 5 ou 6 plats, mais ils sont très très bien faits. Parce que la cuisine chez nous est énorme, vous comprenez? C'est-à-dire que le patrimoine culinaire est tellement important que si vous voulez présenter une carte complète de la cuisine algéroise, vous aurez de fortes chances de ne pas pouvoir servir frais. Alors, on ne prétend même de rater peut-être certains plats. Si vous sert une carte comme ça, je dis franchement, comment tu es sûr? Oui. C'est pas d'hier ou d'avant-hier. On ne prétend même pas aborder la table algérienne en général. Parce que sinon, le menu, ça serait un dictionnaire. C'est pas possible. Des réflexes culinaires. Donc, on a choisi vous avez ciblé, on va dire. Un assortissement des plats phares de l'Algérie. En l'occurrence, le couscous, que ce soit en sauce rouge ou en sauce blanche. La rechta algéroise, bien sûr. La charchoucha, la shorba bourak, l'incontournable de la table algérienne. Surtout ces jours-ci, comme shorba. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons, on va dire, laissé notre imagination parler un peu et s'exprimer à travers notre restaurant, où nous proposons notre plat signature qui est le poulet charmoula de Dal Babazoun. D'accord. J'explique la particularité de ce plat. Oui, signature, c'est le plat signature. C'est notre plat signature de Dal Babazoun. Il y en a un deuxième qui va intervenir prochainement et qui probablement laissera pantois les palais qui oseront défier de dire qu'il n'est pas bon. D'accord. J'ai fait ça avec une rime, c'est quand même pas mal, hein, franchement. Et donc, ce poulet charmoula, c'est un plat qui est né d'un mix entre la base entre le mtouam qui est constitué de boulettes et de petits morceaux et de la charmoula. Très bien. Par contre, il est fait avec du poulet. Il est fait de petits morceaux de poulet. Je voudrais qu'il précise sur le poulet d'ailleurs quelque chose. Explique à nos hôtes merveilleux et au public le poulet, la notion du poulet chez nous. D'expliquer que nous avons concentré notre cuisine sur l'utilisation unique du poulet. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est un plat qui c'est notre plat signature spécial. C'est la création de Dal Babazoun, où on trouve des morceaux de poulet marinés en sauce charmoula, rouge bien sûr, avec des boulettes de poulet épicées, pas avec la même sauce. Et pour l'anecdote, c'est notre best-seller. Voilà. C'est le plat signature qui est best-seller. En tout cas, bravo, j'ai envie de dire, un beau projet. Bien évidemment, vous recevez de plus en plus de monde. Vous-même. Tout à fait. Et c'est là, on va dire, notre but. Pourquoi nous n'utilisons à Dal Babazoun que du poulet. C'est en réalité pour que chaque plat soit suffisamment abordable pour
tous les Algériens. Absolument. Voilà. Parce qu'en utilisant de la viande, il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre. C'est pas le père de famille puisse se permettre même une fois par mois de prendre madame et les enfants et de venir se faire un truc dans un endroit confortable. Voilà. Et d'être bien reçu honorablement. Très bien. Donc on va dire que vous avez pensé à tout. C'est ça. C'est ce qui fait le succès. Ce qui fait le succès justement du lieu. Non, moi je ne pense à rien. Oui. Allez-y, Acha. Le but même du restaurant, c'est de créer une animation. Pas que pour les étrangers, pour les personnes, les touristes, on va dire, voilà ça comme ça, mais même plutôt pour les gens qui habitent une animation pour les Algériens. C'est ça, ceux qui habitent le quartier, les alentours. Pas que ça. Il y a des gens qui viennent de l'est, de l'ouest, du désert, et qui viennent et qui me disent ah ça c'est la djifna algéroise. Je dis oui tout à fait, c'est à l'algéroise, c'est le topseh chawat. Exact. C'est un pôle touristique aux Algérois, aux Algériens en général. Et accessoirement, nous avons, c'est un quartier où il y a beaucoup de gens qui viennent travailler de l'intérieur du pays, qui se retrouvent en célibataires. Donc, qui viennent pour le travail. Qui viennent pour le travail et qui peuvent se faire justement le fameux tam du vendredi. Ah bah oui. Par contre, on ne travaille pas le vendredi. Donc ils le prennent le samedi peut-être. Très bien. En tout cas, ça donne vraiment envie. On viendra bien évidemment goûter tous ces bons plats, puisque vous avez aussi un programme pour Ramadan. On peut venir se restaurer. Bien évidemment. Si on veut inviter des amis, inviter des membres de la famille et venir passer un agréable moment, n'est-ce pas? Tout à fait. Pendant le Ramadan, nous allons travailler les jeudis, vendredis et samedis. Voilà. Et ça sera un iftar avec la sahara et le suhour, et dans la convivialité d'Alba Bazoum, comme vous la connaissez déjà. On sera au rendez-vous, ça c'est sûr. Et on parlait tout à l'heure de décoration qui est aussi très importante, et vous avez aussi une touche spéciale. Voilà, vous avez une touche spéciale au sein de ce restaurant. Puis justement, notre invité pourra peut-être vous aider et vous donner des idées pour un petit peu encore avoir une déco encore plus étoffé aussi. Donc c'est Lila Mazi qui vient justement, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Donc artiste peintre, vous avez un petit peu égayé le studio avec justement les toiles que vous avez apportées. Parlez-nous un petit peu de votre parcours, Lila, surtout que vous êtes dentiste. C'est ça. Voilà, c'est ce qui fait la différence justement. Artiste peintre, médecin dentiste de formation, autodidacte. Autodidacte pour le dessin. Voilà. Oui, voilà. C'est pas pour la vie. C'est pas pour la vie dentaire. Absolument. Pas mal. Pour l'art, les débuts dans l'art, ça remonte à l'enfance. D'accord. Puis mon talent est resté enfoui et il ne s'est pas vous avez laissé affiné, oui. Voilà, vous avez un petit peu laissé tomber. Plus tard, les études, l'université, la vie professionnelle, la famille, la maternité. Ah bah oui, j'imagine. Donc le Covid. Aussi. Ah, voilà. Puis, quand mon fils avait 3 ans, j'ai remarqué qu'il fit des bonnes choses. Il avait D'accord, qu'il avait donc j'ai décidé fibre artistique. Absolument. Oui. Donc j'ai décidé de lui inscrire, l'accompagner pour pratiquer cet art. Très bien. J'ai fait une petite recherche. Donc vous l'avez inscrit à une école. Oui, à une école. C'est Art et Culture d'Alger. Voilà, les établissements Art et Culture, c'est vrai qu'ils proposent beaucoup les mardis après-midi quand les enfants n'ont pas école, samedi, week-end aussi. Exactement. Donc, on a rencontré notre professeur de dessin, l'artiste peintre Monsieur Djilali Mebarki, et c'est lui qui m'a encouragée pour pratiquer cet art et commencer à participer aux expositions. Et voilà. Très bien. Donc, quel est le style qui vous a le plus attiré, vers lequel vous vous êtes orienté? J'ai un style personnel, c'est l'art dentaire. Et le reste, c'est la patrimoine algérien qui m'inspire de justement comment réaliser ces toiles. On va découvrir peut-être quelques photos. Il y a celle-ci qui est à ma gauche. Oui, portrait. C'est la belle du Georgia. Et nous avons aussi l'algéroise. Donc il y a les bijoux que vous mettez en avant, la tenue. Les couleurs, les fils. Là aussi, on voit l'algéroise avec le lila. Ah oui, voilà.
des scènes, on va dire. Donc, oui. Ça montre les traditions, les costumes algériennes, précisément la région de la Casbah d'Alger. C'est ça. Nous avons l'autre toile, c'est la constantinoise. D'accord. C'est la Casbah d'Alger aussi. Vous avez aussi un lien avec Constantine, n'est-ce pas? Oui, vu que je suis de l'Est, j'ai passé presque un tiers de ma vie à Constantine. Voilà, c'est ça. L'université. Très bien, donc de belles toiles. Il y a beaucoup de couleurs. Oui. Vous aimez les couleurs? Oui. C'est ça? Oui. Je pense que chaque personne de naissance est un artiste. Artiste. Il faut juste développer. Là aussi, on va le voir. On va parler de celle-là et on continue. Voilà, avec la jarre. La berbère. Ça montre la puissance de la femme berbère. Oui. Voilà, la puissance de la femme. Donc, on revient. Je vous avais parlé de couleurs. Voilà, donc vous aviez dit qu'on est tous nés artistes, c'est ça? Oui, précisément la femme. On voit ça, même pour une femme qui prépare une simple galette, on sent... Oui, chacune a sa touche. Voilà, l'artistique. Alors, vous n'avez pas goûté ma galette. Ah ben voilà, même Monsieur Belaïch en est un. Oui, c'est vrai que chacune a sa touche, bien évidemment. Parlez aussi peut-être, Lila, des matériaux qui vous attirent. Vous utilisez? Oui, j'utilise le crayon, l'aquarelle, l'acrylique. Bon, pour ces trois toiles, c'est la technique, c'est l'acrylique. Acrylique sur toile. On va aussi une autre acrylique. Toile. Bon, j'utilise beaucoup plus l'acrylique et l'aquarelle vu que pour la peinture à l'huile, j'ai un problème d'allergie avec les produits. D'accord. Donc, c'est un peu lourd pour moi. Donc, j'utilise beaucoup plus l'acrylique puisque l'intermédiaire, c'est l'eau. Là aussi. Très belle toile aussi. Oui, c'est l'aquarelle. Une belle porte. Une belle porte, le couffin, le hayek. Et justement, Lila, est-ce que vous avez eu la chance d'exposer toutes ces belles œuvres? Oui. J'ai participé à plusieurs expositions à l'échelle nationale, régionale et même internationale, des expositions présentielles et des expositions virtuelles. D'accord. Et ça vous fait quoi justement d'aller à la rencontre du public? Là aussi une autre toile, désert, chameau, le dromadaire. Pour moi, vraiment, c'est l'exposition qui c'est important pour continuer à faire ça. Oui. Et donc, vous êtes vraiment inspiré par les traditions algériennes, c'est ça. La qada algérienne, les costumes, tout ce qui est en relation avec nos traditions et nos coutumes. Très bien. Là aussi, très belle toile. Oui, c'est de terre guillemot bleu. Donc, celle-ci, comment vous l'avez appelée la toile? Bon, cette toile montre le costume, le regard. Aussi, oui. Très fort, très expressif. Très bien. Donc aujourd'hui, quels sont vos projets puisque vous travaillez toujours? Oui. C'est bon entre la médecine dentaire en tant que médecin dentiste spécialiste en implantologie et dentisterie esthétique. En même temps, je suis présidente d'une association nationale scientifique qui regroupe tout ce qui est en relation avec la santé corporelle et mentale. C'est l'association nationale des médecins femmes. Excusez-moi de vous interrompre, mais je ne pouvais pas passer à côté. Oui, cette toile. C'est une création personnelle. C'est différent, c'est un style, c'est autre chose. C'est mon style, c'est l'art dentaire. Le tableau, c'est la consultation. Ça montre. C'est vrai que c'est des dents. C'est des bras. Le tableau montre une médecin, dentiste femme qui porte les instruments, la sonde des miroirs. Heureusement que vous l'avez passé. Même de la régie. Ça montre les racines. Donc, chaque danse, ça montre les racines algériennes. En tout cas, je vous recommande de persévérer sur ça parce que ça, c'est très personnel. C'est vrai. C'est plein de choses. Je peux la revoir. Autant le reste, on a déjà vu ce genre de choses. Vous comprenez? Moi, c'est ce que je vous donne. Moi, mon sentiment, je vous recommande peut-être d'exploiter cette veine
qui est plus personnel et qui a beaucoup de qualité, de couleurs graphiques, etc. Merci, absolument. Essayez de faire ça. Absolument. Donc tout a, et ça vous oblige en plus à la créativité. Tout a un sens, voilà, elle est là. Oui, Très, très voilà. Même les couleurs. Oui, très très belle. Beaucoup de couleurs. Voilà, les racines. Et puis même graphiquement, c'est très intéressant. C'est vrai. Vous avez un graphique intéressant. Oui, très très intéressant. Même la symétrie, c'est magnifique. Magnifique. Merci. Donc justement, parlez de vos projets, Lila, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Actuellement, je suis en train de préparer d'autres expositions, pour une exposition individuelle. Ah, super, super. Voilà. Et vous savez où est-ce qu'elle va se tenir? Normalement, c'est à Mohamed Rassam. Ah, la galerie Mohamed Rassam. Vous n'avez pas déjà exposé C'est des expositions collectives. Voilà, parce que sachez une chose, c'est que je suis certain d'avoir vu vos travaux. Et chameaux. Et cette dame, il me semble que je l'ai vue. Très bien. Cette dame merveilleuse. On arrive bien évidemment, malheureusement, à la fin. Lila, merci beaucoup. Bon vent et n'hésitez pas à revenir partager avec nous vos prochaines réalisations. Racha et Stéphane, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour votre accueil, nos charmants hôtes et toute merci beaucoup. Faisal, on se retrouvera la semaine prochaine. En tout cas, on va venir se régaler bien évidemment chez vous et bravo pour nous avoir reçus. Merci à vous. De manière chaleureuse. On a été bien reçus. Et merci aussi d'être venu représenter aussi les tenues traditionnelles algériennes. En bon algérien. Voilà, exactement. Et le Bornos aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouvera dès la semaine prochaine. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. بكيت يا أهل الموتى والحيين بكيت الحجر والأرض العطشان وجميع مخلوق رب العالمين الأرض